Bonjour, bonjour. Je vais vous parler d'Azure Functions et de serverless en 15 minutes top chrono. Et normalement, j'espère que vous aurez tout le nécessaire pour effectuer le workshop par la suite. D'accord, on est en mode bonjour. Ah, voici. Alors juste pour une petite information, ce talk-là a été condensé pour passer en 15 minutes, mais en fait, vous avez la version longue qui est du coup sur le slide suivant. Vous pourrez cliquer sur l'image, hein, ça vous emmènera sur le talk au complet. Avant de vous parler d'Azure Functions, pardon, j'ai oublié mes lunettes. On va d'abord s'intéresser au concept de serverless. Donc, qu'est-ce que c'est le serverless? C'est quelque chose qu'on entend depuis quelques années maintenant. Euh, et c'est effectivement, c'est très à la mode. Euh, Si on essaye de définir simplement ce que c'est ce terme, ce que c'est serverless, en fait, serverless, c'est juste une très grosse abstraction, on va dire, de ce qu'on appelle l'infrastructure du cloud ou infrastructure as a service. Mais si on creuse un peu plus et on s'intéresse à la définition technique, celle que moi je préfère vraiment et avec laquelle je suis vraiment en totale adéquation, c'est celle de Martin Fowler qui dit globalement en fait une architecture, une application qui a été conçue en mode serverless, ça va être une application qui va en fait incorporer, qui va utiliser des services tiers, donc un backend as a service, des API par exemple de machine learning ou de traduction ou autre, et donc combiné avec du code en fait qui tourne au sein d'une fonction. Donc functions as a service, ça vient de là le terme. Donc la combinaison de ces deux-là fait que voilà, on a en fait une architecture dite serverless. Rapidement, moi je m'appelle Wassim chez Gab, je travaille chez Microsoft dans donc, l'équipe Advocacy. Je focus pas mal sur la partie JavaScript et donc vous pouvez me trouver sur Internet en tant que Manny Kineko. En tant que développeur, du coup, je crée beaucoup d'outils pour on va dire, fixer les problèmes que j'ai de développeur. Et donc, ces outils-là, je les partage avec toute la communauté. Donc, sont complètement gratuits et open source. Vous pourrez donc suivre tout ce que je fais sur ce lien-là. Et puis voilà, je participe pas mal aussi à la communauté open source. Même principe. Je vais passer rapidement parce qu'on n'a que 15 minutes. Du coup, euh, ensuite, donc avant de continuer vraiment et d'entrer dans le sujet du fonction, des fonctions as a service et principalement, comment dire, on va d'abord s'intéresser à la notion de qu'est-ce que c'est le cloud. On parle tous de cloud, etc. Donc, en fait, lorsqu'on parle de cloud, on sous-entend le cloud computing. On a une définition en fait qui est assez claire sur notre site. En gros, le cloud, c'est le fait du coup d'utiliser des ressources, des machines, des réseaux, des bases de données, tout ce que vous voulez, qui sont du coup managées, plus ou moins managées par le provider, par un cloud provider. Et donc, vous allez les louer, les utiliser et du coup payer en fonction de ça, afin du coup d'accélérer, on va dire, vos développements et on va dire innover rapidement d'une manière assez efficace. Il y a plusieurs modèles de cloud computing. Le plus, on va dire, le plus connu, le plus simple à définir et répondu plutôt, c'est le on-premise. Donc, c'est le cloud que vous avez chez vous. Donc, vous avez vos machines, vous managez tout de A à Z, vous configurez, vous gérez la configuration, pardon, des réseaux, des VM, jusqu'au déploiement de vos applications et euh, la maintenance de ces applications-là. Euh, Vous pouvez également, donc on va dire, louer une infrastructure de la part d'un cloud provider. Donc là, vous allez avoir une IaaS, donc Infrastructure as a Service, qui va être du coup entièrement générée par le cloud provider, donc par Azure chez nous, jusqu'à l'OS. Et après, vous êtes responsable du déploiement de l'application, du runtime, du middleware, etc. Ainsi que donc, la mise à jour de ces versions-là et la gestion des patchs de sécurité. Un autre modèle qui est assez utilisé par les développeurs principalement, c'est le pass. Et donc le pass, en fait, le provider va vous donner, va manager pour vous jusqu'au runtime. Donc le réseau, l'infrastructure jusqu'au runtime. Et après, vous, il ne vous reste plus, entre guillemets, juste à déployer la base de données et ainsi que donc l'application qui va avec. Euh, un autre modèle aussi qui est, on va dire qu'on utilise souvent, c'est le software as a service. Donc là, ça va être du Office Online, du VS Code Online, du Gmail, du Google Maps par exemple. Ça va être des logiciels qui sont packagés, qui sont fournis directement en ligne et donc il suffit juste de les utiliser, on va dire. On n'a pas besoin de manager quoi que ce soit.
Et voilà, le dernier modèle qui nous intéresse aujourd'hui, donc ce sont les FAS, Functions as a Service, où donc là, on va principalement venir déployer du code en fait qui tourne au sein d'une fonction. Et donc ces fonctions elles-mêmes tournent dans des containers, dans des VM. Mais ça, c'est complètement managé par le provider. Vous, votre responsabilité, c'est donc gérer votre code et donc déployer ce code-là. Vous avez aussi la possibilité, en tout cas avec Azure Functions, de déployer le runtime qui est donc entièrement open source. Vous pouvez donc le déployer sur les autres types de modèles, d'ailleurs même en on-premise. J'aurais dû d'ailleurs compléter le slide. Et ainsi donc pouvoir déployer vos fonctions comme vous le souhaitez. Quelques avantages donc, de l'utilisation de ce pattern serverless, ou donc faire des applications dites serverless, ça va être principalement me permettre en fait, de focaliser sur mon code. Donc, je n'ai pas besoin de manager une infrastructure, provisionner des VM, configurer des vignettes, etc. Je vais juste coder, ma fonction, on va dire ma business logic dans une fonction, le déployer, et puis ça tourne en prod. Donc voilà, pas besoin pas d'infrastructure, comme je l'ai mentionné précédemment. Et surtout, donc là, pour les décideurs, ça va être principalement, je vais payer que ce que je vais consommer, que ce qui va être consommé par mon application, plutôt, je dirais plutôt par la fonction. Donc lorsque la fonction s'exécute, elle consomme des ressources, donc je ne vais payer que ça. Le reste du temps, ma fonction, elle tourne pas, donc je ne paye rien. Et puis derrière aussi l'autoscalabilité, donc on va dire vers le haut et vers le bas aussi. Je démarre mon business, j'ai quelques clients, donc je vais payer en fonction de ça. Demain, je vais avoir 1 million de clients. Mon infrastructure va automatiquement scaler par rapport à ça. Et puis bien sûr, je vais payer en fonction de ça, mais bon, j'ai mon business qui démarre bien, donc c'est cool. Voilà, donc ça c'était une introduction rapidement par rapport donc serverless et fonctions de manière générale. Donc là, on va se focaliser sur les Azure Functions, plus particulièrement. Donc clairement ce que c'est les Azure Functions. Donc, ça va être un service offert par Azure qui est complètement managé donc, par Azure. Votre code qui tourne tourne dans un environnement sandboxé, complètement sécurisé et sandboxé, hermétique. Et donc, ces fonctions, ça va être du coup des bouts de code qui tournent dans une fonction à proprement parler et qui va être du coup déclenché par des événements, soit des événements internes à mon application, mon infrastructure, voire des événements externes comme un cron par exemple, ou des requêtes HTTP. Et puis bien sûr, c'est totalement scalable, comme donc, je l'ai dit précédemment. Par rapport au choix du runtime et des technologies, il y a un large choix qui est offert par Azure. Des trucs, on va dire des technologies dites classiques comme .NET, Java, Node.js, voire des trucs voilà, un peu plus originaux, type donc, du Bash ou du PowerShell par exemple, pour faire tourner mes fonctions. Et bien sûr, il y a de nouveaux runtimes qui sont ajoutés régulièrement. Les fonctions, donc, une fois qu'elles sont donc prêtes, elles vont pouvoir être déclenchées par des événements, comme je l'ai dit. Et donc, ces événements-là, il y en a plein côté donc, pour Azure. Donc, par exemple, imaginons que je vais faire un upload d'une image vers un blob storage. Du coup, je vais pouvoir donc, créer une fonction en fait, qui va se déclencher lorsque je fais cet upload-là. Donc, j'upload ma photo, il y a une fonction qui se déclenche, va récupérer la photo, va faire un travail, et puis mettre le résultat quelque part. Et donc, les types de triggers, il y en a plein. Donc, les triggers dits classiques, encore une fois, c'est donc je vais faire une requête GET au post ou HTTP de manière générale. Donc, ça va exécuter du code et me retourner le résultat. Je peux, par exemple, aussi donc, programmer des crons qui vont aller déclencher des fonctions qui vont faire du coup le travail. Pardon. Hop. Donc, à côté de ça, on a les triggers, mais on a aussi les bindings. Donc, les bindings, ça va être typiquement en fait, les outputs. Donc, ma fonction va être déclenchée par un événement. Et puis derrière, donc, le résultat va être écrit quelque part, soit retourné via HTTP, soit écrit dans une base de données, ou envoyé un message PubSub. Et la liste est assez intéressante en tout cas. On peut même, par exemple, révéler une fonction via HTTP, faire un travail et puis envoyer le résultat par SMS avec le service Twilio. On peut imaginer ça, par exemple. Hop, voilà. Et ensuite, en 5 minutes, du coup, je vais parler de l'expérience développeur. Un petit café pour la route. Par rapport à l'expérience développeur, on vous fournit en fait
un large choix de façons de faire. L'outil qu'on a du coup, VS Code, en fait, il existe du coup des extensions pour VS Code, ou une extension précisément pour Azure Functions, qui va vous permettre en fait de gérer tout le nécessaire par rapport à la création d'une application Azure Functions, à la génération du coup du squelette des fonctions pour les différents technos que je vous ai montrés tout à l'heure. On a également par exemple géré la configuration de la fonction, gérer par exemple, récupérer les streams, le stream des logs en live directement, en fait, les visualiser sur VS Code, et tout un tas de fonctionnalités. Toutes les fonctionnalités d'ailleurs que vous allez pouvoir trouver via le Azure CLI et les Functions Core Tools, les deux outils en ligne de commande. Donc, typiquement ici, la première ligne, en fait, je vais générer un projet Azure Functions donc, pour le runtime Node.js, donc JavaScript ici. Et après, je vais pouvoir générer des squelettes de fonctions ici de type HTTP trigger, mais bien sûr, je peux en générer pour d'autres triggers, par exemple un queue ou blob ou autre. Et puis, ce qui est aussi cool avec les Azure Functions, c'est je vais pouvoir en fait lancer un émulateur sur ma machine de dev, donc pour pouvoir voir comment se comporte ma fonction avant donc, de la déployer en prod. Donc ici, funchost start, ça va me démarrer cet émulateur-là, donc je vais pouvoir y accéder sur le port 7071. Et du coup, débugger, on va dire, ma fonction localement. Ça, c'est un exemple assez simple en fait d'une fonction Hello World en JavaScript. La configuration JSON que vous avez en haut, ça en fait c'est ce qui définit, ça va définir la forme de ma fonction. Donc c'est quoi le type de trigger, c'est quoi le type aussi du binding que j'ai, ce que j'ai en input, ce que j'ai en output. Donc ici c'est un exemple qui utilise donc HTTP triggers, mais bien sûr tous les autres triggers sont supportés. Et donc le code en JS que j'ai en bas, bah, c'est simplement donc je reçois ici une requête get par exemple, et je vais retourner du coup un objet JSON hello world. En ce qui concerne donc le déploiement, il y a le choix. Donc vous pouvez effectivement déployer en ligne de commande, déployer via VS Code, via le portail. Mais ce qui est assez, on va dire, recommandé pour des projets d'entreprise, c'est de plugger en fait les Azure Functions sur une source de contrôle et donc faire un déploiement en fait en continu via GitHub par exemple, via Git de manière générale. C'est ce qui est le plus sûr. Une petite astuce personnelle, si donc vous lancez vos fonctions locales pour faire des tests donc, de projet, par exemple si vous faites de l'IoT typiquement, donc vous allez lancer votre fonction en local. Cette fonction du coup tourne sur un port bien spécifique, mais par contre elle n'est pas accessible sur Internet, ce qui est normal. Donc il y a ces deux outils-là. Donc moi je préfère le premier, mais Local Tunnel fait le même travail aussi. Ça vous permet en fait de créer un tunnel sécurisé, donc qui pointe on va dire sur le port et sur l'instance de votre fonction qui tourne en local. Et donc en fait ça vous donne une URL, donc Internet public. Vous allez pouvoir donc utiliser par exemple via des outils externes pour pinguer votre fonction qui tourne en local. Pensez juste du coup à arrêter le service dès que vous avez fini vos debugs. Également, donc, lorsque votre fonction est en prod et tourne correctement, on va dire, si vous voulez donc lancer des systèmes de tests de charge, donc il y a cet outil-là, Artillery, qui permet de faire le nécessaire. Quelques petits bémols, on va dire, mais bon, il y a des solutions pour tout, on va dire. La gestion des logs, ça peut être un peu compliqué lorsqu'on déploie notre code en fait sur une infrastructure qu'on ne manage pas. Pour le coup, ici sur Azure, on a, on va dire, quelques services qui permettent d'accéder aux logs. Typiquement, App Insight vous permet donc de streamer ces logs-là et d'y accéder facilement. Les versions des runtime, on n'a pas la main dessus parce que c'est, encore une fois, tout est managé. Donc, si je déploie une fonction qui tourne sur Node.js, donc j'ai le choix entre la version 8 ou la version 10 pour l'instant. C'est les versions LTS d'une manière générale. Et puis, il y a des stratégies de cold start, par exemple, et ça, c'est spécifique à tous les providers, pas uniquement Azure, mais à chaque fois qu'on a un service qui propose du coup des functions as a service, puisqu'il faut démarrer à chaque fois en fait la fonction et puis la killer une fois que le travail est terminé. Ce démarrage-là peut être plus ou moins rapide en fonction du coup de ce que fait on va dire la business logique que j'ai dans mon application. Sur Azure, si vous utilisez un plan premium, donc ça vous permet du coup d'allouer en fait des instances qui vont être préchargées, on va dire préchauffées, c'est le terme, qui vont du coup absorber du coup les requêtes rapidement et simplement.
Par rapport aux démos, donc là, je ne vais pas vous faire les démos, je vais juste présenter les slides. Les use cases, donc ça peut être des use cases assez rigolos aussi. Donc typiquement ici, j'ai un service qui s'appelle uactions.dev qui permet du coup de contrôler en fait des lumières Philips Hue, donc en l'occurrence ici chez moi. Donc tout est fait à travers du coup derrière. L'architecture utilise pas mal de functions, donc avec une appli Angular qui permet de faire l'authentification via le service Philips Hue. Et puis derrière, toute l'envoi, on va dire l'utilisation du SDK qui permet d'envoyer les requêtes vers Philips Hue est fait via des fonctions. Et puis derrière aussi le revoke, et puis tout le nécessaire en tout cas peut être encapsulé dans des fonctions unitaires. Et puis après, un autre use case assez rigolant, on va dire, assez intéressant, c'est de pouvoir prendre du coup par exemple des photos d'images avec du texte et avoir du coup plusieurs fonctions derrière qui vont extraire le texte, le traduire avec donc une translation API par exemple, et envoyer donc le résultat via SMS. Donc ça c'est tout à fait possible. Voilà, donc vous avez des liens sur le slide par rapport au sujet, et puis merci à tous et à toutes.